Bonsoir. Vous êtes plus de 20 000 chaque année à l'occasion des Journées du patrimoine à grossir la file d'attente devant le palais de l'Élysée pour découvrir le palais le plus convoité de la République. Notre émission ce soir est consacrée entièrement à l'histoire non pas d'un homme ou d'une femme comme vous en avez pris l'habitude, mais d'un monument. Et quel monument? Le palais de l'Élysée. Il en a fait tourner des têtes, il a suscité campagne, passion, bataille politique. Mais il a aussi abrité, depuis sa construction au début du XVIIIe siècle, quantité de personnalités fortes, de femmes amoureuses, d'artistes, de caractères fougueux ou mélancoliques. Le palais sera bientôt, comme tous les 5 ans, au cœur de l'enjeu pour l'élection présidentielle. Mais ce soir, c'est son histoire que je vais vous raconter, avec des témoins, des historiens et des archives extraordinaires. Nous allons donc retrouver les rois, les reines, les favorites, les empereurs et les premiers présidents qui l'ont habité ou fréquenté. Souvent, la grande histoire s'est écrite ici, mais la plus petite aussi, qui nous intéresse tout autant, avec les intrigues, la passion, la gloire et parfois même la tragédie. L'Élysée a tout connu. C'est pour ça que l'Élysée fascine. Son histoire, c'est notre histoire. Tout commence avec les femmes qui ont habité et embelli l'Élysée depuis plus de 200 ans. Impératrices, favorites ou femmes de président, les maîtresses des lieux ont toutes contribué à leur manière aux aménagements successifs de la première maison de France. Et c'est d'elle que date le début de la décoration de cet hôtel particulier. Véritable vitrine de l'art de recevoir à la française, pas moins de 900 personnes régissent quotidiennement la demeure présidentielle. L'Élysée, du point de vue fonctionnement, c'est une merveille. C'est l'endroit de France qui marche le mieux. Et chaque détail compte lors des visites où la France reçoit ses hôtes les plus prestigieux. Nous découvrirons comment le protocole pesant rend toute intimité quasiment impossible pour celui qui réside au château, comme l'appellent les journalistes politiques. D'ailleurs, c'est très difficile de se sentir chez soi quand il y a des gardes républicains à toutes les issues. C'est un peu une prison dorée quand même, l'Élysée. Suicides mystérieux, disparitions subites, coups de folie des présidents, nous vous révélerons aussi les scandales et les tragédies qui émaillent l'histoire mouvementée du palais. Alors on a eu un président pittoresque aussi, c'est Paul Deschanel. Et vous savez qu'il signait ses documents ou ses registres de Napoléon. En bordure des Champs-Élysées, nous explorerons le splendide parc du palais. Tour à tour, jardin secret des présidents ou théâtre de somptueuses réceptions, ce havre de verdure accueille depuis toujours d'innombrables hôtes, célèbres ou anonymes. Nous partirons également à la découverte des résidences officielles du chef de l'État. Et nous verrons comment la garde républicaine escorte et protège le président de la République avec honneur et panache. Quand on est à l'Élysée, c'est comme quand on allait voir Louis XIV à Versailles. On est quand même au cœur du pouvoir. Si les murs de ces pièces pouvaient parler, tous les secrets d'État de la République seraient depuis longtemps brutalement révélés. Car nous entrons à présent dans le salon de Murat où se déroule tous les mercredis matins le célèbre Conseil des ministres. Le rituel est simple. Il y a d'abord dans le bureau du chef de l'État une réunion entre le président de la République et son Premier ministre pour évoquer les affaires du moment. Et ensuite, ils viennent ici dans ce salon rejoindre l'ensemble des ministres qui ont pris place autour d'une table qui est modulable en fonction du nombre justement de ministres. Et vous avez remarqué qu'il y a une pendulette à double cadran, un de chaque côté, qui sépare le président de la République qui est de ce côté-ci et son Premier ministre. Et eh bien, c'est cette pendule qui rythme en quelque sorte le Conseil des ministres et qui parfois rythme aussi les conversations qui sont plus ou moins martiales selon les présidences. Tous les décors ici rappellent le maréchal d'Empire Joachim Murat, fidèle de Napoléon, mais qui fut aussi son beau-frère puisqu'il avait épousé Caroline Bonaparte. C'est lui qui achète le palais de l'Élysée en 1805 et il effectue de grands travaux comme le grand escalier d'honneur et cette salle sert de salle de bal. Et on aperçoit une très belle toile peinte qui représente le Tibre à Rome et sur l'autre, vous avez le Rhin en Allemagne avec cette vue magnifique du château de Benrath parce que Murat est également grand-duc de Berg. Ici, vous avez une superbe vue de la colonne Trajane à Rome qui a servi de modèle à la colonne sur la place Vendôme à Paris. C'est ici, dans cette pièce, que sont prises les grandes décisions qui engagent la vie de la nation. Beaucoup de nominations importantes également. Telle est la vocation du palais de l'Élysée au cœur du pouvoir.
C'est au milieu du luxuriant 8e arrondissement de Paris, derrière le porche du 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, que réside le premier des Français, le garant de nos institutions, le président de la République. Le bruit du gravier dans la cour qui crisse sous les pas, qui résonne contre les murs, qui crisse sous les roues des voitures qui déposent des visiteurs, ça c'est le bruit du pouvoir, c'est le bruit de l'ambition. C'est très impressionnant parce que, qu'on aime ou pas la politique, qu'on soit formé ou pas à imaginer ce que ça représente comme pouvoir, c'est de toute façon l'incarnation du pouvoir suprême. Après d'homériques batailles électorales, c'est dans cette cour d'honneur que se déroule la cérémonie symbolique de la passation de pouvoir. Le 20 juin 1969, Georges Pompidou est accueilli sur le perron de l'Élysée par le président du Sénat, Alain Poher, son adversaire malheureux lors des élections qui ont suivi la démission du général de Gaulle. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing fait une entrée remarquée. Il arrive à pied au sommet de l'État. La gauche accède solennellement au pouvoir avec François Mitterrand en 1981. En 1995, Jacques Chirac concrétise un rêve de 30 ans. Quant à Nicolas Sarkozy, il se rase, probablement avec une émotion particulière, le matin du 16 mai 2007. Le pouvoir n'est pas à l'Élysée. Le pouvoir, il est dans la fonction de président de la République. Président de la République. Plus qu'un métier, une ambition pour certains, une vocation pour d'autres. 23 présidents se sont succédés à l'Élysée depuis Louis-Napoléon Bonaparte jusqu'à Nicolas Sarkozy. Et l'actuel chef de l'État est le 6e président de notre 5e République, fondée par le général de Gaulle. Le premier des Français est désormais le premier en France. C'est par ce juste et saisissant raccourci que M. René Coty, dans son dernier discours officiel, a salué l'entrée à l'Élysée du président Charles de Gaulle. Le général de Gaulle se fait une très haute idée de sa fonction. Il incarne pleinement le pouvoir exécutif et transforme le palais de l'Élysée en un véritable quartier général. Mais on s'est trouvé devant un problème, parce qu'évidemment, le président nouveau de la 5e République avait besoin d'une équipe avec lui. Or, une grande partie des locaux de l'Élysée étaient des appartements où étaient logés des hauts fonctionnaires. Donc il a fallu, c'était une obligation, que nous demandions à ces personnalités de bien vouloir quitter les appartements qu'ils occupaient. Ce nouveau président tout-puissant suscite à l'époque quelques inquiétudes. Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et y ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Ça comptait pas du tout le président de la République autrefois. Alors ça, c'est vraiment la nouveauté qu'il a apportée. Et moi, je pense que le président de la République, selon l'expression de Michel Debré, est un monarque républicain. De Gaulle était très clairement le successeur de Louis XIV et de Napoléon. Fasciné par Napoléon, le général de Gaulle s'inscrit dans la lignée des successeurs de l'empereur, tout du moins comme hôte de l'Élysée. Napoléon connaissait le palais de l'Élysée puisque sa sœur y logeait, sa sœur Caroline. Et un jour, Caroline, qui rêvait d'être reine de quelque chose, apprend que son mari, Murat, va être roi de Naples. Alors ils partent à Naples, mais Napoléon dit « Ok, mais je récupère le palais de l'Élysée pour moi ». Et en effet, il va s'installer à l'Élysée, et notamment pendant les 100 jours entre l'île d'Elbe et la tragique bataille de Waterloo du 18 juin 1815, où, on le sait, Cambronne, heureusement, n'a pas mâché ses mots, eh bien, il revient à l'Élysée, et c'est là qu'il signe sur une petite table en marbre de Florence, qui existe encore aujourd'hui, qu'il signe son acte d'abdication. Je m'offre en sacrifice à la haine des ennemis de la France, ma carrière politique est terminée et je proclame mon fils Napoléon II empereur des Français. Or, le petit Napoléon II ne régnera sur le papier que pendant 15 jours. Mais les Bonaparte n'en ont pas fini avec le palais de l'Élysée, puisque l'on sait que Louis-Napoléon Bonaparte est élu premier président de la Deuxième République et qu'il va venir s'installer à l'Élysée, puisque le Parlement va désigner le palais de l'Élysée comme étant la résidence du président de la République. L'année 1851 s'achève. On sait manifestement que Louis-Napoléon Bonaparte n'a pas envie d'être président que pendant 4 ans. Il prépare un coup d'État. Et le dossier va être étudié et signé au palais de l'Élysée, naturellement. Devenu l'empereur Napoléon III, il part s'installer aux Tuileries, symbole de la monarchie. En 1871, la chute du Second Empire propulse Adolphe Thiers président de la Troisième République. Soumises au régime parlementariste qui abrite le pouvoir à l'Assemblée nationale, les fragiles 3e et 4e Républiques voient défiler des présidents privés de toute souveraineté. De la ronde de ces présidents fantômes, les chansonniers se moquent. Dans les années 30, on peut entendre dans les rues de Paris, lors de la succession entre Gaston Doumergue et Paul Doumer,
Nous avions M. Doumergue, nous avons M. Doumer. Ah, Mergue, le prochain coup, si on nous en enlève un petit bout, nous aurons M. Doux. Et après, nous n'aurons plus rien du tout. Le 13 mai 1958, les événements d'Alger vont arracher De Gaulle à sa retraite. Exsangue, la 4e République se meurt. Dans un dernier souffle, René Coty fait appel aux libérateurs de la France pour résoudre la question algérienne. Avec l'arrivée du général, l'Élysée devient l'endroit stratégique où se déroulent les scènes majeures de l'histoire politique française. Dans le secret le plus absolu, il reçoit dans son bureau les membres du FLN pour négocier une issue au conflit. Dès que les combats auront cessé, je pourrai vous serrer la main. Ce soir, je ne le fais pas, mais je vous salue. Et lors des manifestations estudiantines de mai 68 qui paralysent la France et tentent de faire vaciller le pouvoir en place, le général est aux abois. Il y avait toujours les émeutes au quartier latin. Je ne sais pas si les bruits arrivaient jusqu'à l'Élysée, mais ça l'inquiétait beaucoup, il ne dormait plus. On se demandait ce qu'il faudrait faire si, par exemple, les manifestants allaient jusqu'à l'Élysée, n'est-ce pas? Et on avait étudié la possibilité, par exemple, pour un hélicoptère de se poser dans les jardins. On s'est dit, mais il y a un autre moyen, ce sont les égouts. Par les égouts, on peut sortir de l'Élysée. Mais qui allait oser demander au général de sortir par les égouts de l'Élysée? Et le général s'est dit, un palais vide ne se prend pas, la République se trouvera où je me trouverai partout en France. Le général agit alors en véritable stratège. Il quitte l'Élysée le 29 mai et disparaît sans dire à personne, ni même à son Premier ministre, où il se rend. Le temps d'une visite au général Massu en Allemagne, l'Élysée est un palais abandonné. Le pouvoir suprême s'est volatilisé. Sa disparition fait l'effet d'une bombe. La France est sous le choc. De retour le jour même à Paris, il prononce un discours depuis son bureau. Il choisit la radio pour s'exprimer, comme il l'avait fait un certain 18 juin. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le Premier ministre. La République n'appliquera pas. Paris risqué, mais Paris gagné. Une foule composée de plusieurs milliers de personnes déferle sur les Champs-Élysées pour clamer son soutien au général. Et le général a pu entendre la foule qui remontait dans les Champs-Élysées. Et là, mon camarade Talon lui a dit, mon général, c'est pour vous cela. Et le général lui a répondu, oh, si ce n'était que pour moi, ce n'aurait pas beaucoup d'importance. À l'Élysée, le président est un homme seul face aux Français. La fameuse solitude du pouvoir s'avère parfois difficile à supporter pour celui qui veille sur la nation. La décision se prend seule, finalement. On porte seul le poids de la décision et c'est ça qui vous imprime en vous-même profondément le sentiment de solitude. Moi, j'en souffre. Une solitude qui peut surgir à tout moment. En 1986, les législatives sont remportées par la droite. Phénomène inédit sous la Ve République, le président François Mitterrand est contraint de nommer un Premier ministre de droite, Jacques Chirac. La France assiste alors au Conseil des ministres de la première cohabitation. C'était lugubre, lugubre. Mitterrand était cerné par tous ses opposants. Il m'en parlait, il m'a dit, le premier Conseil des ministres, quand je les ai vus tous autour de la table, je les ai tous regardés et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font là? Ou plutôt, qu'est-ce que je fais là? Je vais vous dire une chose, je ne l'ai pas désiré. Ah. Bon. Je la vis. Chaque mercredi dans le salon Murat, le chef de l'État accueille et préside le Conseil des ministres. C'est là que sont abordées les décisions importantes, comme les nominations, les décrets ou les questions internationales. Le rituel des conseils des ministres a été fixé par le général de Gaulle. Et le conseil des ministres, c'est pas le café du commerce. Ouais, enfin, on peut plaisanter avec son voisin, faut pas trop que ça se sache et essayer de faire une blague, faut beaucoup d'audace, faut un culot d'acier. Enfin, chaque fois que j'y étais, il se passait des choses. Par exemple, François Mitterrand est entré, et puis, comme il était fatigué, il ne s'est pas assis dans son fauteuil, il a glissé à gauche, dans le fauteuil de André Giraud. Il se penche vers le président de la République et lui dit « Monsieur le Président, oui, excusez-moi, mais vous êtes assis dans mon fauteuil. Moi, j'étais à côté, donc j'entendais tout ça, j'étais écroulé de rire. Ah bon? Ah bon? Et comme je n'ai pas envie de prendre votre place, et j'entends Mitterrand qui le fait, vous seriez bien le seul. » Vous ne prenez jamais la parole sans que le président vous ait donné
l'autorisation de le faire. Et l'exemple, ou un des exemples extraordinaires, c'est un dialogue entre Giscard et Joël Le Theuil, ministre de la Défense. Le président va prendre une décision que le ministre de la Défense n'approuve pas. Le ministre de la Défense lève la main et dit 2 mots, Monsieur le Président de la République. Et le président répond, ils sont dits. On est dans un système régalien où le président de la République est une sorte de monarque. Donc quand on est à l'Élysée, c'est comme quand on allait voir Louis XIV à Versailles. On est quand même au cœur du pouvoir et on ne peut pas quand même se départir de l'idée que quelque part dans cette maison, il y a le bouton nucléaire. Il se trouve dans les caves du palais. Personne ne peut y avoir accès excepté le président et les militaires de l'état-major présidentiel. Le PC Jupiter est aménagé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Gérald Grouillet, vous me recevez? Oui, Monsieur le Président, parfaitement bien. Je vais vous demander de me faire le point de la situation aérienne, telle que vous l'apercevez. Eh bien, l'exercice se poursuit maintenant derrière cette porte que j'ai fermée, car si nous insistions, si nous étions davantage indiscrets, vous et moi, nous serions soit des traîtres, soit des espions. Aujourd'hui encore, c'est l'unique endroit du palais où aucun satellite ne peut capter les conversations secret défense du président de la République. Quand la force de dissuasion a été mise en fonction, on a donné le code d'engagement au président de la République. Et comme l'état-major particulier craignait que le général oublie le code, on m'avait donné le code aussi. Le bouton nucléaire suit partout le président de la République. Il peut, de n'importe quel point de la planète où il est en voyage, avoir à déclencher une attaque. Comme disait Sarko, maintenant que je suis président, j'ai personne au-dessus de moi. Pour lui, l'Élysée, c'est 100% du pouvoir. Les autres exécutent. Quel plaisir donne le pouvoir? Je ne crois pas qu'il donne le plaisir. Mais je crois qu'il y a une espèce de satisfaction profonde à agir. Coup d'État, démission, abdication ou consécration, l'histoire de ce monument mythique reste intimement liée à l'exercice du pouvoir et aux hommes qui l'incarnent. L'histoire d'un pouvoir en perpétuel mouvement. La célèbre marquise de Pompadour est très présente dans ce salon qui porte toujours son nom. Regardez ce merveilleux portrait de la favorite de Louis XV, Madame de Pompadour au manchon, peint par Drouet. Le roi ne peut rien refuser à sa maîtresse. Les châteaux de Ménard, de Bellevue, beaucoup d'autres en France. Et en 1753, eh bien, Madame de Pompadour fait l'acquisition de ce palais de l'Élysée qu'elle lèguera plus tard à Louis XV pour le transformer en résidence pour les ambassadeurs étrangers. Regardez bien autour de vous, tout ce décor est 18e siècle. Il y a les boiseries, il y a ces fauteuils, il y a également cette superbe commode Louis XV en plaquage de bois de violette qui est estampillé Pierre Migeon et qui porte un superbe buste de la reine Marie-Antoinette attribué au sculpteur Boiseau. Je me plais à penser que la République a envie de réparer une injustice qui a été faite à la dernière reine de France. Aujourd'hui, ce salon est utilisé par le président de la République pour ses audiences privées. Mais il nous rappelle aussi tout ce que l'Élysée doit aux femmes et pas seulement la Pompadour. Caroline Murat, la duchesse de Berry, l'impératrice Eugénie et toutes les épouses de chefs d'État qui ont profondément transformé un palais que le général de Gaulle, plus habitué aux institutions militaires, trouvait un peu trop féminin à son goût. Si chaque président a laissé sa marque dans l'histoire de l'Élysée, les premières dames ont façonné ces différents visages, à tel point que l'on pourrait parler d'un palais des dames. Cette tradition commence bien avant la République. Et si l'Élysée existe, c'est grâce à Anne-Marie, l'épouse du comte d'Évreux. Le comte d'Évreux, qui fait construire le palais de l'Élysée en 1718 par l'architecte Mollet, est un aristocrate avare et taciturne. Et il va se mésallier pour pouvoir financer les travaux de sa résidence avec la fille d'un richissime financier, Anne-Marie Crozat. Mais dès qu'il a eu réglé son château, il a congédié cette jeune femme, qu'il n'a jamais touchée d'ailleurs, parce que c'était une roturière, mais qu'il trouvait simplement belle vue de dot. Avec la Pompadour, 33 ans après, les femmes prennent leur revanche. Comme elles n'aiment guère l'hôtel d'Évreux tel qu'il est,
elle décide de tout refaire à sa manière, c'est-à-dire sans regarder à la dépense. Et c'est d'elle que date le début de la décoration de cet hôtel particulier. Les empreintes qu'elle lui aura laissées, ce sont beaucoup d'acquisitions, 18e, avec beaucoup de boiseries, de peintures, de tapisseries, qui sont à l'époque les plus belles. Et elle fait travailler les plus beaux artistes du moment. Et donc, on y trouve encore le chiffre de Louis XV qu'elle voulait accueillir, naturellement. Elle a fait mettre sur certaines boiseries un couple de colombes. C'était son emblème. Et dans toutes les maisons où elle passait, elle faisait représenter ces colombes. La tapisserie qui orne aujourd'hui le mur nord du salon Pompadour indique l'emplacement du lit de la marquise, disposé entre deux colonnes face au parc. Avec le passage de Bathilde d'Orléans, l'hôtel d'Évreux est rebaptisé Palais de l'Élysée, en raison de l'avenue toute proche des Champs-Élysées. Après la Révolution, Joachim et Caroline Murat s'y installent. Ne vous fiez pas à ce portrait. Ce visage de petit ange dissimule chez Caroline une femme redoutable, à l'ambition démesurée. Elle veut et elle aura un palais princier, à la mesure de son rang. Les Murat n'y sont restés que très peu de temps, 3 à 4 années, mais pendant ces 3 à 4 années, ils ont beaucoup travaillé et notamment, ils ont créé l'escalier d'honneur au centre de ce palais, dont les palmes bronzées sont toujours là aujourd'hui. L'Élysée, dont les murs tremblent parfois des disputes de Caroline avec son époux Joachim ou son amant Junot, vit alors au rythme des soirées somptueuses. Parfois l'empereur et les membres de la cour impériale. On dit même que dans ces murs, Caroline joue les entremetteuses au profit de son empereur de frères. C'est chez elle que Napoléon va rencontrer Madame Desnuelles de la Plaigne, qui va lui faire le premier héritier connu. Napoléon, jusqu'alors, croyait qu'il était stérile. Et puis il a un enfant de Madame Desnuelles de la Plaigne, qui va lui dire d'ailleurs, « Vous avez vu comme il vous ressemble ?» Eh oui, dit Napoléon, « On va l'appeler Napoléon. » Non, Léon suffira. C'est au palais de l'Élysée, bien qu'installé aux Tuileries, que l'empereur Napoléon III rencontre Eugénie de Montiraud au cours d'un dîner. Après 2 ans de cours assidus, quand l'empereur demande à Eugénie quel est le meilleur chemin pour son lit, la prude espagnole lui répond « par la chapelle ». Napoléon III s'exécute, Eugénie passe alors les quelques jours précédant les noces impériales à l'Élysée. Vous avez une salle de bain. Cette salle de bain, c'était la salle de bain de l'impératrice Eugénie. Et donc, avec des décorations florales, des verres, des velours, des parquets, qui sont de l'époque. Sur ces premières images cinématographiques, on découvre le président Émile Loubet se rendant à la revue du 14 juillet. Son épouse, Marie-Marguerite, est connue pour ses gaffes à répétition, qui font la joie des mauvaises langues. Ces présidents de la République étaient en général d'origine modeste. Ils s'étaient mariés dans leur jeunesse, dans leur milieu. Alors la brave Madame Loubet, qui était la fille d'un quincaillier de Montélimar, était une très brave femme, tout à fait désireuse de bien faire, mais elle n'avait pas tout à fait exactement ce qu'il aurait fallu. On raconte que quand le roi Édouard VII, qui les aimait beaucoup, qui venait les voir quand il venait à Paris, un jour est arrivé avec son fils, le futur Georges V. Et Madame Loubet les a accueillis tous les deux et elle a dit « Ah, sire, qu'est-ce que vous ferez de ce grand garçon plus tard ?» Après 2 guerres et 6 ans de fermeture, puisque le régime du maréchal Pétain s'est installé à Vichy, l'Élysée rouvre enfin ses portes. Les heures vont à nouveau sonner dans ce salon des ministres qui vit passer depuis 1848 tant de conseils. Mais qui viendra s'asseoir dans ce fauteuil immuable depuis 1873 ? Ce sera le socialiste Vincent Auriol. Son épouse, Micheline, une femme de caractère, décide de rafraîchir un palais qui en a grandement besoin. Elle y apporte quelques touches de modernité et renoue avec la tradition des Noëls à l'Élysée. À la veille de Noël, le président et Madame Auriol ont donné rendez-vous au Père Noël dans les salons de l'Élysée. Grâce à cette rencontre, des centaines de petits Parisiens ont vécu le plus beau Noël de leur vie. Et pour eux, le Père Noël gardera longtemps la physionomie souriante du président de la République. À l'opposé de la moderne Micheline Auriol,
Germaine Coty, épouse du nouveau président René Coty, déclare « Je ne suis pas une pin-up, je suis une grand-mère ». Sa femme était adorée des Français parce qu'elle se dévouait pour les œuvres, elle se dévouait pour les uns et les autres, et elle va mourir au cours de son septennat, et c'est vrai que tous les Français en seront très affectés. À l'Élysée, dès l'annonce de la mort de Madame Coty, personnalités et inconnus sont venus exprimer leur sentiment de respect à l'égard de celle qui avait su conquérir la sympathie de tous. Quand Charles et Yvonne de Gaulle s'installent à l'Élysée, la générale s'exclame « Désormais, il va nous falloir vivre en meublé ». Madame de Gaulle n'a rien changé. Comme d'habitude, en femme de militaire, on ne change pas l'endroit dans lequel on est affecté. Les Français l'aperçoivent comme Tante Yvonne, c'est-à-dire une petite dame charmante, gentille, pleine d'attention, un peu bigote. Sous son influence, la minuscule chapelle située au rez-de-chaussée est réhabilitée. Le couple présidentiel assiste régulièrement à l'office du dimanche matin, dit par leur neveu, le père blanc, François de Gaulle. Tandis que le général installe un exécutif fort à l'Élysée, Yvonne donne au palais sa couleur morale, austère et conservatrice. Pas question, par exemple, de recevoir à l'Élysée une personne divorcée ou coupable d'adultère. On imagine son émotion quand le général prend la décision d'inviter à l'Élysée Brigitte Bardot, qui cumule les deux inconvénients. On voit apparaître Brigitte Bardot en brandebourg, en hussard de la mort, absolument magnifique. Alors le général a donné un petit coup de la Malraux et lui a dit « chic à militaire ». Il l'a conduite au bar, il l'a servi à boire, il était véritablement sous son charme. J'ai toujours dit que le général était très sensible à la beauté féminine. Ma mère n'avait pas de raison d'être jalouse qu'à m'épouse. Elle aurait pu l'être, puisqu'elle était très attachée à mon père. Je pense que s'il y avait eu des rivales, elle aurait été jalouse. Et disait-elle à juste titre, de toute façon, il n'a pas le temps. Elle ne savait pas s'habiller, elle s'en fichait complètement. Elle s'habillait comme les dames bourgeoises de l'époque, si vous voulez. Souvent souvent en noir, souvent avec des couleurs ternes. Il ne fallait pas qu'on la remarque. Et puis elle avait des chapeaux. Ah, les chapeaux de Tante Yvonne, c'est quelque chose. Hein. C'est pire que ceux de la reine d'Angleterre. Visiblement, elle n'aimait pas être là. Je crois qu'elle n'aimait pas être la première dame de France. Changement de style avec ces images étonnantes pour l'époque qui nous montrent Claude et Georges Pompidou dans leur maison de campagne à Cajarc, dans le Lot. Mieux que tout, il exprime le vent neuf qui souffle sur l'Élysée avec la présidence Pompidou. Quelqu'un, il va le pousser. Non, écoute, qu'est-ce que ça peut te faire d'être là ou de là? Mais je veux voir le fond. Non, écoute, tu le verras, non pas avec moi alors, un autre jour. Écoute alors. Plus simple, plus proche des gens, les Pompidou veulent aussi épouser la culture et la mode de leur temps. Les goûts de Claude Pompidou la portent vers l'avant-garde, dans le domaine de la musique ou des arts plastiques. Elle arrive à l'Élysée, c'est une dame qui est rompue à Paris, qui est rompue au in de Paris, si vous voulez. Et elle va à l'Élysée le transformer complètement et en faire un des palais qu'il faut fréquenter, en tout cas une des grandes maisons qu'il faut fréquenter. Avec son mari, Madame Pompidou fait installer au rez-de-chaussée de l'Élysée de nouvelles pièces au style résolument moderne. Une antichambre dessinée par le peintre cinétique Yakov Agam, avec des murs peints de centaines de petits carrés de couleurs différentes. Elle débouche sur un salon design conçu par Pierre Paulin, décoré de toiles de Kupka ou de Vasarely. Les appartements privés de l'Élysée, où loge le couple présidentiel, n'échappent pas à cette volonté de bouleverser le décor. Il y a sans doute une part de malice et de provocation chez elle, à télescoper ainsi l'ancien et le nouveau. Je crois que c'est mieux d'avoir mis les deux petits Poliakov là, tu vois. En tout cas, on les voit beaucoup. C'est mieux en harmonie, je trouve. Oui. Des biches. Elle m'a raconté qu'une fois, elle avait mis un short en satin avec une tunique, je sais pas si c'est Chanel ou bon. Et son mari adorait ça. Et puis elle a fait une apparition comme ça a été absolument épouvantable. Elle a été très critiquée. Bon, plus jamais elle ne l'a refait. Oui, vas-y. Si tu y arrives, hein. Facile. Ça y est, un pan devant, un pan derrière.
Mais elle reste tout à fait quand même dans la tradition, c'est-à-dire qu'elle n'intervient absolument pas sur le plan politique, elle ne s'exprime pas, elle reste tout à fait à sa place, si je peux dire, à la place qui est dévolue en tout cas par la tradition et par l'opinion de l'époque. Le souci de modernité est aussi celui de Valéry Giscard d'Estaing, qui étend cette préoccupation à l'image qu'il voudrait donner du couple présidentiel. Il a pourtant, à cet égard, un comportement contradictoire. Alors, elle ne peut s'occuper absolument de rien, parce que Valéry Giscard d'Estaing s'occupe de tous les détails de l'ameublement, il fait venir un tableau d'Hubert Robert. En revanche, comme Valéry Giscard d'Estaing veut incarner la modernité, il a été très très frappé par le modèle Kennedy, donc il voudrait que sa femme soit comme Jackie Kennedy, donc elle est la première qui va être associée par exemple aux vœux de fin d'année. Et je crois qu'Anémone veut aussi vous adresser ses vœux. À tous et à toutes, j'exprime mes vœux très chaleureux. C'est pas naturel du tout, elle n'a pas été préparée à ça, elle se sent épiée, observée. C'est une dame, une grande dame, qui sait aller vers les gens, qui sait écouter les gens, mais qui a beaucoup de réserve, qui a une très grande pudeur et au fond une très grande timidité. Quand il s'est approché de moi, la seule chose qu'il m'a dit, Daniel, qu'est-ce qui nous arrive? Et puis ça a été tout. C'était le seul moment d'émotion qu'il a pu, ce soir-là en tout cas, montrer. Elle se range totalement dans la mesure où c'est une militante politique. Les autres femmes sont dévouées avant tout à leur mari et elle est dévouée à son mari en tant qu'homme de gauche et elle mène son action politique de son côté, parfois même au risque de gêner son mari, mais il en joue des positions de Daniel. Quelquefois ça le dérange et quelquefois ça l'arrange. Si Danielle Mitterrand vit dans son appartement rue de Bièvre, elle utilise l'Élysée comme un budget d'où elle pilote l'ensemble de ses fondations. Au début, elle prend quand même son rôle à cœur et effectivement, elle a ce bureau, ce secrétariat dont elle s'occupe parce qu'encore une fois, c'est une militante. Et puis petit à petit, se sentant quand même pas très à l'aise dans cette maison où il arrive que Mitterrand reçoive Anne Pinjot et reçoive surtout Mazarine, elle prend du large. Peut-être parce qu'elle a un mandat local, Bernadette Chirac est une authentique femme politique. Ma décoration, j'en ai pas. Celle-là, j'y tiens. Cela explique aussi pourquoi, de toutes les épouses de présidents, c'est la première qui a trouvé sa voie à l'Élysée. Bernadette Chirac était la maîtresse de la maison. Et Bernadette Chirac recevait, savait recevoir, composait les menus, était en charge de tout. Et pour ça, elle était exceptionnelle. Contrairement à toutes les autres femmes qui ont détesté l'Élysée, elle, à la fin, dit « j'aime cette vie ». Parce qu'en 12 ans, mais au prix de combien d'humiliations, combien de critiques terribles. Elle est ignorée par sa propre fille et les propres conseillers en communication de son mari. Et c'est seulement à force de ténacité, en s'imposant, en devenant très populaire avec son opération Pièce jaune notamment, qu'elle s'impose et qu'à la fin, elle est heureuse dans cette maison. Et mon mari a aussi très besoin, je crois, de savoir que je suis là, même s'il ne me voit pas. Ça compte pour lui de savoir que je suis dans la maison. Je pense que ça le rassure. Carla Bruni-Sarkozy est sans doute la plus atypique des premières dames. Elle semble pourtant s'adapter sans difficulté à son nouveau rôle, pas le plus simple de sa carrière. Elle a quelques siècles de noblesse italienne derrière elle. Ça ne s'invente pas, ça. Elle fait la révérence à la reine d'Angleterre comme personne ne pourrait le faire mieux qu'elle. Elle est à ce jour la première dame la plus photographiée de l'histoire du palais. Après celui de Gaston Doumergue en 1931, c'est la deuxième fois qu'un mariage est célébré à l'Élysée. Nicolas Sarkozy s'est marié à l'Élysée, dans le petit salon vert très triste attenant à son bureau, salle de réunion sans âme, parce qu'il avait peur des photographes. Il ne voulait pas retomber dans une polémique comme après les vacances en Égypte et en Jordanie où les photos avaient fait scandale. Donc on s'est caché à l'Élysée et on a brouillé les pistes.
toutes les rumeurs parisiennes couraient, c'est à la mairie du 15e, c'est à 11h du matin. Et non, ça s'est fait à 9 ou 10h du matin à l'Élysée. Et situation tout à fait inédite, c'est la première fois qu'un couple présidentiel donne naissance à un enfant en cours de mandat. Reste maintenant pour elle à chercher sa voie en trouvant le bon équilibre entre deux impératifs, être une bonne première dame de France et poursuivre une carrière qui lui tient à cœur. Elle va avoir beaucoup de mal parce qu'il faut à la fois garder cette image qui a plu aux Français de la femme effacée et en même temps de la femme moderne qui chante et qui mène sa vie. Il faut arriver à concilier les deux et c'est très difficile. Sagement pour l'instant, elle frôle la politique sans la toucher de trop près. Avec sa sensibilité pourtant, elle a réussi à jouer un rôle apaisant pour son époux. Et cela, c'est presque de la politique. C'est ici, dans cette immense salle des fêtes, que le président de la République reçoit ses hôtes de marque. Réception spectaculaire, remise de décorations ou conférence de presse théâtrale du général de Gaulle, eh bien on a tous en mémoire un souvenir qui se rattache à ce décor fastueux inauguré en 1889 pour l'exposition universelle et les 100 ans de la Révolution française. Au plafond, un tourbillon de stucs dorés avec 3 allégories peintes représentant l'art, la République et la science. C'est Sadi Carnot qui ordonne la construction de cette salle pour éviter qu'on dresse des tentes dans le jardin à chaque grand bal. Et c'est François Mitterrand qui fait percer ces 10 portes-fenêtres ouvrant sur le jardin. Ici, derrière ce rideau, un ancien petit théâtre avec des loges d'artistes. À l'époque, on l'utilise pour permettre au chef de l'État et à ses invités d'assister à des pièces de théâtre qui sont en vogue à Paris. Par exemple, Michel Serrault a joué ici un vison voyageur dans les années 70 pour le président Pompidou. Beaucoup d'autres artistes se sont produits ici sur cette scène à une époque, il faut le rappeler, où le chef de l'État ne se déplaçait pas dans les salles de spectacle. Mais tout cela, évidemment, doit garder tout son mystère. Enfin, dans le prolongement de cette salle des fêtes, le jardin d'hiver, construit sous Jules Grévy en 1879. Il y avait là, alors, une collection de plantes tropicales et quantité de treillage sur les murs. Quant à la verrière au-dessus de ma tête, elle est beaucoup plus récente. Elle a été voulue par le président François Mitterrand. Et cette grande tapisserie de la manufacture des Gobelins du XVIIe siècle, d'après une fresque de Raphaël pour le Vatican, est là pour nous rappeler que l'Élysée, c'est aussi la vitrine des arts décoratifs français et des artisans, horlogers, cuisiniers, lingères, quantité de métiers et de savoir-faire qui enchantent à chaque fois les invités français ou étrangers que la République veut honorer. Au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, le crépuscule vient à peine de tomber. Ce soir encore, la maison du chef de l'État se prépare à écrire une page nouvelle dans l'histoire de la diplomatie française. Pour un chef d'État ou un ambassadeur étranger, une réception à l'Élysée est l'assurance d'un voyage raffiné au pays du savoir-faire français et la promesse d'une plongée au cœur de 3 siècles d'histoire de France. C'est impressionnant parce qu'on va chez le président de la République, on va au cœur du pouvoir et qu'on y est accueilli par des gardes républicains et par des huissiers. Les huissiers font partie des 400 militaires que compte l'Élysée. C'est ici que nous accueillons les visiteurs qui ont rendez-vous avec Monsieur le Président. Dans le vestibule, le visiteur est frappé par la blancheur du marbre de Carrare et cette sculpture monumentale. 200 drapeaux commandés par François Mitterrand au sculpteur Armand pour commémorer le bicentenaire de la Révolution française. Qu'il soit contemporain, Louis XV ou Empire, ici l'art est prédominant. Depuis sa création, les 11 000 mètres carrés de l'Élysée ont été décorés au gré de ses occupants. 300 pièces et salons, tous devenus bureaux sous la Ve République.
Avant le général de Gaulle, l'Élysée était encore, semble-t-il, dans un état très Troisième République et donc un peu Napoléon III finalement. Donc le général de Gaulle a plutôt substitué l'Empire au style Second Empire, pour résumer. Ensuite, Georges Pompidou introduit donc cette modernité dans quelques pièces. Et donc ensuite, le président Giscard d'Estaing a plutôt introduit un style 18e. Parmi les meubles les plus précieux de l'Élysée, le bureau présidentiel. De style Régence en bois d'amarante, il a été réalisé par l'ébéniste et sculpteur Charles Crescent. Un bureau installé par Charles de Gaulle dans le Salon Doré, au premier étage, et utilisé par tous ses successeurs, sauf un, François Mitterrand, qui a demandé au designer Pierre Paulin une table de travail plus moderne. Le président Mitterrand voulait conserver le décor de son bureau avec les tapisseries de la tenture de Don Quichotte, avec le tapis tissé sous Louis XIV d'après Lebrun. Paulin a dû s'adapter à un décor déjà en place. Les couleurs, notamment les bleus et les roses, ont été déterminées par les teintes du tapis de Savonnerie qui se trouve dans le bureau présidentiel. Si le président Sarkozy a repris la précieuse table de travail Louis XV, il a aussi choisi de se faire installer un bureau d'été plus contemporain au rez-de-chaussée du palais. Un lieu plus intime dans le salon des portraits, ouvert sur les jardins. Des décors chargés d'histoire. L'Élysée est l'écrin de meubles extraordinaires, tous conservés au Mobilier National à Paris. Le Mobilier National est chargé de fournir l'ameublement des palais officiels de la République. Donc ça consiste à meubler les résidences présidentielles, mais ça peut aussi s'exercer auprès de l'Assemblée nationale, du Sénat, ministères, les ambassades, enfin tous les lieux de réception de la République. Le Mobilier National, l'ancien garde-meuble de la Couronne créé par Jean-Baptiste Colbert, ministre du roi Louis XIV. Une collection de plus de 200 000 meubles et objets, dont certains très précieux, datant du XVIIe siècle à nos jours. Là, vous avez quelques aspects, évidemment, de cette réserve monumentale qui est divisée en 4 sections. Une section donc des bois dorés. Ici, vous avez toute une série de meubles empire, des séries de bureaux 18e. Une malle au trésor dans laquelle chaque nouveau président peut piocher pour aménager l'Élysée à son goût. Des joyaux de la République inventoriés tous les 5 ans par les agents du Mobilier National. On passe en revue tous les objets du Mobilier National, on regarde leur état, donc on fait des photographies, on fait un relevé des numéros, on regarde l'état de conservation. Si ça nécessite une restauration, donc il faut que ça rentre au Mobilier National, il faut qu'on fasse une opération soit de nettoyage, soit une petite restauration, ou ça peut se faire sur place quand il y a des urgences. Une équipe vient pour restaurer en urgence le meuble. Les meubles peuvent aussi être réparés ici, au sous-sol du palais. L'antre des tapissiers de l'Élysée. L'Élysée, du point de vue fonctionnement, c'est une merveille, quoi. Ça marche formidablement. Le travail n'est que bien fait, que bien fait. C'est la perfection absolue à tous les niveaux et dans tous les services. C'est vraiment, ils servent le chef de l'État. Et leur honneur, c'est de se défoncer pour lui. C'est l'endroit de France qui marche le mieux. L'Élysée, une mosaïque de métiers. Ici, plus de 900 personnes travaillent au fonctionnement de la première maison de France. L'Élysée est vraiment l'art de vivre à la française. Et on doit absolument préserver ce cadre parce que tous les visiteurs étrangers qui assistent à un dîner d'État, par exemple, sortent de là émerveillés parce qu'ils ont découvert des métiers qui n'existent plus dans le monde, comme celui des lingères, des argentiers, des maîtres d'hôtel exceptionnels. Autant de professions qui font de l'Élysée une vitrine de l'excellence française dans l'art de recevoir. Bernard Vaution est le chef des cuisines du palais. C'est lui qui doit concevoir les menus servis au président, au quotidien, mais aussi lors des dîners d'État. Le repas, un moment crucial de la diplomatie. Surtout depuis que la gastronomie française a été classée au patrimoine de l'UNESCO en 2010. Au total, nous sommes donc 24.
qui se décompose entre un sous-chef et après tous les chefs de parti, demi-chefs de parti, commis de cuisine, les 4 pâtissiers et le plongeur. Quand il y a un dîner d'État, par contre, on fait appel un petit peu à des gens extérieurs qui viennent juste pour l'opération. Les grands dîners ont lieu ici, dans la salle des fêtes. Une immense salle de bal richement décorée, inaugurée à l'occasion de l'exposition universelle en 1889. Un lieu où à chaque grande réception, les hommes et les femmes de l'Élysée poussent l'art de la table à son apogée. Le principal, c'est ces 2 assiettes. Là, c'est l'assiette de notre président et là, c'est l'assiette du président russe. Et à partir de ces assiettes, c'est là qu'on va commencer à mettre la table. Ce soir, la France accueille la Russie. Autour de la table, 230 convives sont attendus. 50 cm entre chaque assiette. Super. Si on part sur 1 cm d'écart, arrive au bout de la table, ça fait un écart immense. C'est pour ça qu'il faut bien partir d'ici. Une préparation minutieuse dans un décor raffiné où les mets les plus fins seront servis dans une vaisselle luxueuse en porcelaine de Sèvres. Des pièces de grande valeur dont certaines datent du 19e siècle. C'est par un sourire que le président des États-Unis a salué la France en descendant du Boeing 707, suivi de celle que le général de Gaulle allait appeler la gracieuse Madame Kennedy. Après un premier entretien de 32 minutes des 2 présidents, eut lieu à l'Élysée un déjeuner de 40 personnes autour d'une table décorée et dressée d'un service de Sèvres. Le général fera de l'Élysée un lieu de prestige pour y accueillir naturellement. Donc, on se rappelle à la fois de John Kennedy et de Jackie Kennedy et de beaucoup de très belles manifestations qui seront organisées dans ce cadre. Avec la visite à Paris des souverains iraniens, s'est déroulé à l'Élysée et dans tous les hauts lieux de la capitale le faste traditionnel des réceptions protocolaires auxquelles les Parisiens sont maintenant accoutumés. Le protocole veut, on sert à table, et quand le président pose ses couverts, on enlève les assiettes. Et le général mangeait comme un officier, assez vite, et il posait sa fourchette et son couteau. Et à ce moment-là, on dessert. Je n'ai jamais goûté un plat à l'Élysée du temps du général de Gaulle. Alors, on va presser du foie gras cuit. Aujourd'hui encore, le protocole de l'Élysée reste très strict. 20h, passage entrée du président, discours, je pense que vers 20h30 on fera le premier départ de l'entrée. Un dîner d'État dure 55 minutes, pas une de plus. Le choix des plats, des vins et le ballet des maîtres d'hôtel, tout doit être impeccable. Une cérémonie réglée au métronome dans laquelle Jacques Chirac et François Mitterrand ont réussi à imposer leur goût. Le président n'aimait pas les vins très chers, les vins très snobs, si on peut dire, mais il avait une cave qui était composée principalement de vins des provinces de France et il variait à sa table les vins de nos provinces. Alors, sous Jacques Chirac, pendant les dîners d'État, on respectait les grandes traditions de la cuisine française, bien sûr, ça passait avant tout. Dans le régime commun, quand il déjeunait à l'Élysée, lui, il avait droit à ses petits plats en sauce bien riches et bien gras. Et en plus, il buvait jamais de vin. Donc, on avait la meilleure cave du pays, sous-utilisée. On servait les grands crus classés les plus fabuleux. Et lui, il avait sa Corona, qui non seulement est de la bière, mais en plus est l'une des plus mauvaises bières qui soit. Ce soir à l'Élysée, si Nicolas Sarkozy ne boit pas d'alcool, honneur au président russe Dimitri Medvedev des plus grands crus de notre pays. Quand vous allez à un dîner d'État, on montre ce qu'est la France. La France peut être fière de la manière dont elle reçoit ses hôtes. Je peux vous dire qu'ils sont en général très impressionnés par la tradition française. C'est également sous les ors de la majestueuse salle des fêtes que le président reçoit les récipiendaires de décoration. La République honore régulièrement les personnalités à l'origine majeure d'un engagement méritoire ou de services rendus à la France. Je suis très heureux, cher Alain de la Morandais, de vous élever au grade d'officier de la Légion d'honneur. Fidèle à l'Église sans être inféodé, vous avez payé le prix de votre courage et de votre liberté. Au lieu de la tradition française, véritable vitrine de la France aux yeux du monde entier, l'Élysée est pourtant resté longtemps un lieu très mystérieux pour les Français. Il avait
que l'Élysée, jusqu'à il y a 30 ans, était fermé au public. Le public pouvait passer devant l'Élysée, rue du Faubourg Saint-Honoré ou avenue Gabriel, mais il ne pouvait pas y pénétrer. Il faut attendre le 14 juillet 1977 pour que s'ouvrent enfin les portes de l'Élysée. Une volonté du président Valéry Giscard d'Estaing, qui n'hésite pas à faire visiter lui-même le palais à un public ébahi. Depuis, le palais ne s'est jamais refermé. Lors des Journées du patrimoine, 20 000 personnes en moyenne viennent chaque année visiter la première maison de France. Ce salon des aides de camp a conservé toutes ces boiseries magnifiques du XVIIIe siècle. Celles-ci ont été réalisées pour le premier propriétaire, le comte d'Évreux, en 1719. Et regardez, ce magnifique tapis de la Savonnerie qui provient, lui, de la salle du trône de Napoléon aux Tuileries. Et vous remarquerez qu'à la Restauration, on a remplacé le N impérial par la fleur de lys. Mais ce décor grandiose n'empêche pas une atmosphère de caserne. Certains locataires de l'Élysée vont plus ou moins bien supporter. Chaque président va vivre ici différemment. Il y a évidemment ceux qui considèrent l'Élysée comme un bureau de travail ou un lieu de réception et qui préfèrent rentrer chez eux pour loger dans leur appartement parisien. Au contraire, vont tenter de mener à l'Élysée une vie de famille. Et le président Fallières dira même à son successeur « Je vous préviens, ici, c'est une prison ». Une nouvelle journée se termine. Pour tous, l'heure de la voiture, du métro ou du train de banlieue. Pour Georges Pompidou, président de la République. Vous savez, pour moi, c'est plus court. C'est quelques portes et un couloir. Je rentre dans ce qu'on appelle les appartements. L'Élysée, qui a été autrefois l'hôtel d'Évreux, n'était pas fait pour sa fonction, n'est-ce pas? Il n'avait pas été conçu pour être une présidence. Est-il exact que le général avait un moment songé, c'est peut-être une légende, à transférer l'Élysée au château de Vincennes? Il y a vraiment songé, Monsieur le Président, parce qu'il trouvait que l'Élysée était trop enserrée dans la ville, qu'il n'y avait pas de perspective autour, qu'un chef d'État devait avoir une grande esplanade, comme c'est normal autour d'un palais présidentiel. Mais il y avait la conjuration ministérielle qui ne voulait pas que le président quitte à l'Élysée parce que ça les obligeait à aller à Vincennes pour les conseils ou les convocations. Et donc ils ont freiné des cas de fer. D'ailleurs, on voit bien que les présidents, au fur et à mesure qu'ils passent, sont toujours un petit peu agacés par ce côté non fonctionnel. Mais on ne peut pas changer. C'est un peu une prison dorée quand même, l'Élysée. Et l'illustre prisonnier doit s'accorder avec les règles strictes, parfois pesantes, qui régissent le fonctionnement du palais présidentiel. Quand je suis arrivé à l'Élysée, il y avait quelqu'un qui m'ouvrait la porte, quelqu'un qui montait avec moi, qui pressait le bouton. Je dois dire que j'ai protesté, parce que je me sentais comme une espèce d'infirme ou un paquet qu'on transporte. J'essaie de rester un homme, n'est-ce pas? J'ouvre la porte, je presse sur le bouton. Pour moi, c'est une façon de me rappeler que je suis quand même un homme libre. Oh, il y a plusieurs dizaines de personnes en permanence mobilisées pour être au service du président, quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait envie de faire. Ah, le protocole est permanent à l'Élysée. Il est permanent, il est partout, il est dans les audiences, il est dans le service. Vous savez, il y a des règles. Par exemple, je ne peux pas sortir par la cour de l'Élysée sans qu'on me rende les honneurs, qu'il y ait les gardes républicains et la musique. Évidemment, je n'utilise cela que pour les sorties officielles. Si je sors normalement, pour aller chez le dentiste par exemple, je sors par le parc ou par la rue de l'Élysée. Le président m'a amusé parce que le premier jour qu'il a passé à l'Élysée, il me dit, je sors de mon bureau, il me dit, tu me connais, moi je vais pas sonner à chaque fois que j'ai besoin de voir quelqu'un, je sors pour rentrer à un autre bureau. Et puis j'avais quelqu'un qui me suit tout le temps, il me dit, je le connaissais pas. Au bout d'un moment, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites derrière moi? Il m'a dit, je suis là pour vous protéger, Monsieur le Président. Il dit, mais j'ai pas besoin d'être protégé, je suis à l'étage de mon bureau avec mes collaborateurs, qu'est-ce que vous voulez qui m'arrive? C'est la tradition, Monsieur le Président. Je crois que le protocole exerce des fonctions qui sont tout à fait modernes, tout à fait actuelles, qui ont un vrai sens dans l'action diplomatique du président de la République et dans la réception des chefs d'État, chefs de gouvernement étrangers en France. Là également, c'est une action qui est extrêmement concrète.
Dès qu'il y a chef d'État, il faut qu'il y ait protocole. Et bien sûr, ce protocole évolue suivant les époques. Conversation cordiale. Oubli du protocole par M. Paul Doumer, qui vient lui-même ramener son hôte jusqu'à l'entrée de la demeure présidentielle. Mais il y en a toujours un. Oui, aujourd'hui encore, quand le président reçoit, que ce soit un groupe de journalistes ou n'importe quoi, on commence par les masser dans une salle, et puis après, il y a un huissier qui arrive et qui annonce... Monsieur le Président de la République. Le protocole républicain est l'héritier du protocole monarchique. L'omniprésence du personnel élyséen et le protocole envahissant feront même dire à Yvonne de Gaulle qu'à l'Élysée, on souffre d'une introuvable intimité. Une vie de famille, vous savez, dans une maison comme celle-là, c'est pas possible. Alors c'est très difficile de se sentir chez soi quand il y a des gardes républicains à toutes les issues. Il y a quelque chose là qui ne facilite pas l'intimité. Le général n'a jamais aimé l'Élysée, il s'est jamais vraiment senti chez lui. Et il s'en échappait, effectivement, quand il pouvait. Généralement, le rythme, c'était une fois tous les 15 jours. Il allait se ressourcer dans sa demeure à Colombey. Vous êtes allé à Colombey dans votre vie? Oh ben allez-y, vous verrez ce que c'est vraiment pas très drôle, Colombey. Il y a l'église, le cimetière, la maison du général, et puis quelques maisonnettes et un bistrot. Il recevait plus souvent à Colombey pour un déjeuner le samedi ou un déjeuner le dimanche, plutôt qu'à l'Élysée, où il y a toujours des oreilles qui traînent partout, enfin... Et on ne se sent pas chez soi. Le général était évidemment prisonnier de l'Élysée. Il n'était pas question pour lui, étant donné sa silhouette extrêmement connue, qu'il puisse se promener dans Paris. Situation atypique pour celui qui incarne la France libre. Quand il n'est pas à Colombey, le général prisonnier réunit ses enfants et petits-enfants à l'Élysée le temps de déjeuners dominicaux. On raconte une histoire qui est vraie. Je crois qu'un de ses petits-fils avait de mauvaises notes en classe. Et que pour l'impressionner, il l'a reçu dans son bureau. Au lieu de le faire passer par les appartements, les petits escaliers qui ont été aux appartements privés, il l'a convoqué dans son bureau de président de la République pour lui faire la leçon. Le général n'était pas du tout la même personne à l'Élysée. À l'Élysée, c'était le général de Gaulle, président de la République. À Colombey, c'était l'homme privé. Le général de Gaulle demeure extrêmement discret sur sa vie de famille et protège farouchement son intimité. En revanche, doté d'un exceptionnel talent d'orateur, il se donne volontiers en spectacle dans la salle des fêtes lors d'inénarrables conférences de presse. La question est la suivante, comment vous portez-vous? Je vais vous répondre tout de suite. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir. Mais le général ne meurt pas à l'Élysée. Quand il a quitté l'Élysée le vendredi avant le référendum négatif, il n'y avait rien à emporter. Il a emporté sa valise. Ses successeurs vont parer chacun à leur manière à ce fameux manque d'intimité. Lorsque Georges Pompidou s'installe à l'Élysée en 1970, il s'imprègne de la dimension sacrée du lieu. En somme, habiter l'Élysée, c'est devenir quelqu'un d'autre malgré tout. C'est devenir quelqu'un d'autre et c'est un peu entrer en religion, si je puis dire. Pour moi, les soirées, c'est soit dîner avec ma femme, quelquefois avec des amis, mais en gros, c'est des soirées, disons, intimes et libres, étant entendu d'ailleurs que, comme vous la voyez probablement, je rentre dans l'appartement avec une serviette bourrée de papier. Alors ça limite la liberté de la soirée. Vous avez pris des images à côté ou pas? Non, Monsieur le Président. Le plus jeune de nos présidents, Valéry Giscard d'Estaing, inaugure une nouvelle ère à l'Élysée. À son arrivée au palais, rue du Faubourg Saint-Honoré, il est frappé par l'odeur de pharmacie qui règne entre les murs qui ont vu s'éteindre Georges Pompidou. Comme une conjuration du drame qui vient d'ébranler la France, il décide d'installer son bureau dans une nouvelle pièce du palais. Et il a choisi de s'installer dans le bureau d'angle, là où ensuite d'autres présidents ont eu leur directeur de cabinet. Le style Giscard d'Estaing étonne. Le président de tous les Français invente la communication politique moderne. Il se met volontiers en scène et n'hésite pas à recevoir à l'Élysée les éboueurs de la rue du Faubourg Saint-Honoré autour d'un petit déjeuner improvisé. Il invite également les caméras de télévision à partager des instants d'intimité familiale dans la salle à manger privée.
notre réaction, et la mienne en particulier, ça a été de dire je ne veux pas être, j'avais 16 ans, je ne veux pas être prisonnier de la vie officielle et donc me retrouver lié par le protocole, par le fait que vous avez des gardes républicains à l'entrée et à la sortie. Donc si vous sortez ou vous rentrez tard le soir, vous vous sentez évidemment un peu espionné dans votre vie d'adolescent ou d'étudiant. Vous manque-t-il quelque chose actuellement? Oui, la liberté. Une sacro-sainte liberté que François Mitterrand s'efforce 14 ans durant de préserver. Le plus mystérieux de nos présidents vit principalement en dehors de l'Élysée. Rue de Bièvre, chez lui, le président, en famille, comme chaque matin, avant de partir pour l'Élysée. Je vais marquer maire parce que là, j'en vais mettre... Je pense qu'il n'était pas, il ne se sentait pas chez lui à l'Élysée. Il était tout le temps à l'extérieur, c'est-à-dire que le matin il arrivait à 8h, il rentrait au bureau, à midi il en partait, à 3h, à 2h30, 3h il en revenait et il quittait le bureau à 8h. On sait maintenant que ça n'est pas là qu'il vivait, ça n'est pas là qu'il couchait le soir, ça n'est pas là qu'il se levait le matin. Sa maison... les maisons des polygames, elles sont partout, ils sont leurs femmes. L'harmonie de ma vie personnelle me permet d'accomplir ma tâche. Après le déjeuner, il y avait un rituel, c'était la promenade, partir du restaurant et se promener une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Alors souvent on lui disait, monsieur, on ne peut pas vous suivre. Oh, il disait, c'est pas grave, personne m'attaquera, laissez-moi tranquille. Et puis il se promenait dans Paris tranquillement. Puis l'après-midi, François Mitterrand passe de longues heures à son bureau. Avant de partir, il a réinstallé pour le président Chirac le bureau de Charles de Gaulle, le mobilier du bureau de Charles de Gaulle. Et donc le président Chirac a gardé ce décor que le président Sarkozy aussi a gardé. Alors vous voyez, le bureau, c'est celui du général. Tous les meubles qui sont ici, le tapis naturellement, l'ensemble du mobilier, c'est celui du général. Jacques Chirac a nourri son attachement à ce palais par tout ce qu'il y a vécu quand il venait voir le président Pompidou, quand il y venait comme jeune ministre, avant même Pompidou, sous De Gaulle. Et donc il s'était construit une histoire lente avec l'Élysée. Et puis Jacques Chirac a vécu des moments très durs dans le bureau du président, quand il était lui, Premier ministre, et Mitterrand, président. La cohabitation était d'une violence terrible. Et donc, tout ce passé, tout ce passif avec l'Élysée fait que quand il a été élu président, il s'est senti tellement chez lui. Enfin propriétaire. On était chez Jacques Chirac au premier étage. On arrivait dans cet endroit où il était vraiment fondu dans le décor. Il embrassait les secrétaires, il faisait ses photocopies lui-même. C'était vraiment son petit chez lui. Lorsque son petit-fils Martin est né, Jacques Chirac descend, dit à son chauffeur, on part à la maternité. Son chauffeur lui dit, on ne peut pas partir à la maternité, il faut qu'on prévienne les motards, il faut la garde républicaine. Et Jacques Chirac dit, je suis président ou pas? Bon, alors on y va. Voilà, cette espèce d'impatience, d'énergie, de vitalité qui est la vitalité de Jacques Chirac peut l'amener à aller au-delà du protocole, très aisément. Nicolas Sarkozy, fidèle à son esprit d'ouverture, est un ami de Jacques Attali. Ce conseiller spécial de François Mitterrand à l'Élysée reçoit en 1982 un message prémonitoire. Un jour, en rentrant de voyage, je lis sur le cahier des messages jeune avocat gaulliste, a beaucoup d'admiration pour vous, souhaite devenir président de la République, a envie de vous rencontrer. J'ai trouvé le message tellement drôle que j'ai demandé à ma secrétaire d'organiser le rendez-vous. Ce jeune homme est venu à l'Élysée, je lui ai fait visiter l'Élysée. Et c'était Nicolas Sarkozy. C'est vraiment pas le palais qu'il cherchait, c'est un homme de pouvoir, c'est pas un homme de confort. C'est super sympa, comme d'habitude, l'intendance. C'est vrai? Oui, ils nous ont donné à manger, à boire. Ah oui, c'est extraordinaire. Ça, c'est la partie privée. C'est la partie privée. En fait, on n'y habite pas. Et on y est le week-end. On est le week-end, parce que curieusement, on est sur le lieu de travail le week-end. Parce que c'est plus facile pour... Mais on habite un très joli endroit. Oui, puis elle nous disait que ça vous permettait de couper par rapport au boulot, en fait. Ah oui. C'est important, ça. Ah oui. Ouais. Donc il a un peu ramassé comme ça, réduit tous les temps de la solennité présidentielle. Les déjeuners sont plus rapides, les dîners sont plus rapides, les rendez-vous sont plus rapides, les réunions sont plus rapides. C'est tant mieux. Ça contraste avec une certaine
pesanteur de la fonction qui avait ses vertus. Mitterrand disait toujours il faut savoir s'ennuyer quand on est président de la République. C'est peut-être le fruit de l'expérience. Après avoir connu les fièvres, parfois les précipitations, même lorsque je suis pris par l'action, je m'efforce de garder quelques distances. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de moi-même que le temps s'écoule. Les présidents de la République française sont prisonniers de l'Élysée. Tout est installé en fonction de l'Élysée, le système médiatique, le système administratif, politique. C'est un lieu facile à sécuriser, donc ça ne bougera pas. Il faudrait faire une 6e République particulièrement révolutionnaire pour qu'on se dise en plus, on change les symboles du pouvoir et on installe le président de la nouvelle 6e République ailleurs qu'à l'Élysée. C'est pas demain la veille. Il n'y a pas que des événements heureux dans ce palais qui va connaître tant d'épisodes mouvementés de notre histoire. La marquise de Pompadour, d'abord, va y perdre sa fille. On y transportera ensuite, en 1820, le corps sans vie du duc de Berry, assassiné à l'Opéra. Le président Félix Faure va perdre ici sa connaissance, Madeleine Stenel, et l'Élysée va vivre douloureusement l'assassinat de Sadi Carnot en 1894 et du président Paul Doumer en 1934, ainsi que la mort de Madame Renée Coty, l'épouse du dernier président de la 4e République. Enfin, il y a les maladies longtemps tenues secrètes de Georges Pompidou et de François Mitterrand qui vont plonger ce palais dans une atmosphère authentiquement funèbre. Jusqu'au suicide de François de Grossouvre à quelques mètres d'ici, dans son bureau de conseiller du président de la République. Un événement tragique et spectaculaire du jamais vu à l'Élysée. Pourtant ici, dans ce salon des ambassadeurs, où depuis MacMahon, le chef de l'État reçoit les lettres de créance des ambassadeurs nommés à Paris, cette pendule astronomique directoire représente Phaéton dans son char, foudroyé par Jupiter pour avoir voulu s'approcher de trop près du Soleil. Une allégorie qui reste à méditer. Lieu du pouvoir, l'Élysée est comme une scène de théâtre où la vie politique se représente en jouant de toute la palette des émotions humaines. Commençons par la tragicomédie. Le 23 février 1899, le président Félix Faure est enterré en grande pompe. L'instant est solennel, mais tout le monde ne parle que de ça. Quelques jours auparavant, le président était bien vivant à l'Élysée. Et soudain, on entend des cris dans le salon d'argent. Et alors là, on a ouvert et on a trouvé Félix Faure dans une posture que je ne vous détaillerai pas. Il meurt dans les bras de sa maîtresse, Meg Marguerite Steinheil, après avoir abusé très probablement du Viagra que consommaient les messieurs à la fin du 19e et qui s'appelait la Cantaride. Un des collaborateurs du président s'est mis à la recherche d'un prêtre. Et il lui a dit, monsieur l'abbé, venez vite, le président se meurt. Et l'abbé, en relevant sa soutane et en tenant son chapeau, a dit, est-ce qu'il a encore sa connaissance? Et l'autre de répondre, non, on vient de la faire partir par derrière. Comme il se murmure qu'une fellation aurait été fatale au président, les bons mots commencent à fuser. À la suite de ça, Madame Stenel ne sera plus surnommée que la pompe funèbre de l'Élysée. Clémenceau en particulier, qui a dit, je ne sais pas si on peut dire ça à vos téléspectateurs, il voulait être César, il n'a été que Pompée. Même s'il n'est pas le palais de tous les dangers, l'Élysée a déjà connu à cette époque son lot inévitable de tragédies et de scandales. La série noire commence en 1820, avec la mort brutale du duc de Berry, neveu du roi Louis XVIII. Le 13 février, il est assassiné à l'Opéra par un ouvrier républicain qui voulait, par son geste, éteindre la dynastie des Bourbons. On a ramené sa femme à l'Élysée, qui s'est précipitée dans les appartements de son mari en criant « Charles, Charles !» et en passant devant une grande Psyché. Elle a vu sa longue chevelure, elle l'a coupée pour qu'on la mette dans le cercueil de son mari. Un honnête père de famille, ma seule passion c'est le jeu de billard. Un blond barbu, joli gaillard, une fois me demande la main de ma fille. Quel malheur d'avoir un gendre. Oui, quel malheur d'avoir un gendre quand on s'appelle Jules Grévy
que l'on entend incarner la vertu républicaine et que l'on se trouve avoir un gendre, Daniel Wilson, qui fait du trafic de décoration. Alors, chez Wilson, il y avait tout un tarif. La Légion d'honneur, ça coûtait quand même assez cher, parce qu'enfin, il fallait respecter le prestige de notre ordre national. Alors, quand on n'avait pas les moyens de se payer la Légion d'honneur, on se rabattait sur le mérite agricole ou sur les palmes académiques. Il y en avait pour toutes les bourses. Évidemment, le scandale atteint de plein fouet le pauvre Jules Grévy, qui se défend comme il peut. Il disait, je ne suis pas responsable, c'est mon gendre qui a fait ça, j'étais pas au courant. Et finalement, il a été obligé de démissionner, de très mauvaise humeur d'ailleurs. Oh, quel malheur d'avoir un gendre. Pendant ce temps, les bombes des anarchistes explosent un peu partout dans Paris, à tel point que la presse préfère en rire. Le président Sadi Carnot, lui, ne rit pas et envoie à la guillotine un anarchiste notoire, Auguste Vaillant, auteur d'un attentat à la Chambre des députés. Résultat, le 24 juin 1894, Sadi Carnot est tué d'un coup de poignard par un anarchiste italien qui entendait ainsi venger son camarade guillotiné. Le corps du président sera exposé pendant 4 jours dans un salon de l'Élysée. Avec le président Paul Deschanel, l'Élysée connaît son premier drame psychiatrique. C'est un personnage extrêmement cultivé, érudit, brillant, intelligent, mais très rapidement, il va donner des signes de fatigue. Aujourd'hui, on pourrait peut-être parler d'Alzheimer, parce que à Nice, dans une promenade officielle, il ramasse les fleurs dans le caniveau alors qu'il pleut et il les relance dans la foule. On sait qu'il se trempe les pieds dans les bassins de l'Élysée, qu'il grimpe aux arbres. Et vous savez qu'il signait ses documents ou ses registres de Napoléon. Le point d'orgue est un voyage en train vers Montbrison en mai 1920. En pleine nuit, le président se penche par la fenêtre et tombe du train. Le garde-barrière le ramasse et il dit « Je suis le président de la République », dit-il au garde-barrière. Et le garde-barrière dit « Je l'ai cru puisqu'il avait les pieds propres ». Deschanel donne peu après sa démission et part se faire soigner dans une maison de santé. 12 ans après, un nouveau drame frappe l'Élysée. Cette photo est historique. Dans quelques secondes, ce 7 mai 1932, le président Paul Doumer va mourir, tué à bout portant par un émigré russe. L'homme, un déséquilibré, n'a aucun mobile et ne sait pas comment expliquer son geste. On raconte qu'en mourant, le président prononça dans un soupir le nom de son épouse. Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Un mois avant sa mort, le président Pompidou accepte la présence de la télévision au cours d'un conseil des ministres, son dernier. La France entière découvre le visage déformé et souffrant du président, frappé par un cancer rare du sang et de la moelle osseuse. C'est, je crois, au cours de l'été 1972 qu'il a appris exactement ce qu'il avait, à savoir une maladie qui s'appelle la maladie de Waldenstrom, qui est une maladie du sang, et qui, curieusement, est une maladie qui touche, de manière générale, une personne sur 250 000, et qui, curieusement, a touché, en 10 ans, 4 chefs d'État, Pompidou, le Shah d'Iran, Boumedienne et Golda Meir. Je comprends très bien que, devant les difficultés, il faille faire un retour sur soi-même. Il n'en parlait jamais. Il n'admettait pas qu'on pût lui parler de sa maladie. Et donc, il vivait à l'Élysée, dans ses fonctions officielles, comme si il ignorait totalement le mal qu'il atteignait. Pour le grand public, la révélation, ça a été le voyage à Reykjavik qu'il a fait en Islande pour aller voir Nixon. Ça devait être au printemps 73. Et là, il est apparu vraiment malade, il avait le rhume. Vraiment, il était vraiment pas en forme. Et c'est à ce moment-là que le public s'est aperçu qu'il y avait quelque chose. Je veux être enterré à Orvilliers. Je ne veux ni fleurs, ni couronne, ni monument funéraire, bien sûr. Une simple dalle de pierre de taille, avec mon nom et les dates de ma naissance et de ma mort. Sa mort est annoncée le 2 avril 1974. Même s'il se doutait de quelque chose,
les Français sont stupéfaits et sincèrement émus. Une polémique se développe pourtant au sujet du secret qui entourait sa maladie. Était-il en mesure de gouverner? Fallait-il garder le silence? La classe politique estime qu'un président devra, à l'avenir, rendre compte de son état de santé. Si vous le voulez bien, ma première question ne sera ni politique, ni économique, ni sociale. Je vous la pose franchement, carrément. Est-ce que vous allez bien? On m'a déjà posé la question. En décembre 1981, François Mitterrand est interrogé par la journaliste Michel Cotta sur son état de santé. Sa réponse un peu vague fait état de douleurs dans le dos, mais d'un bon état général. La réalité est plus dramatique. Ce n'est pas bon du tout. Vous avez un cancer de la prostate. Avancé. Combien de temps? Environ 6 mois. 1 an, au maximum. Il me fait venir dans son bureau pour me dire, en tout cas moi, les médecins me disent que j'ai un cancer très évolué, je vais mourir avant la fin de l'année. Je vous demande de n'en parler à personne. Préparez-vous. Et puis il n'est pas mort, évidemment, et donc janvier, février, j'étais un peu... je ne savais pas comment aborder la question, je ne peux pas lui dire alors vous n'êtes pas mort. Donc je trouve une façon un peu particulière et je lui dis, vous savez, je viens de me remettre au golf, c'est moins fatigant que le tennis. On ne va pas reprendre le tennis, mais si vous voulez, on pourrait reprendre le golf. Et là, il me regarde, parce que naturellement, il avait parfaitement compris ce que je voulais dire par ma question. Et il me dit, ces imbéciles se sont trompés. Je savais qu'il était malade, mais sa meilleure thérapie, c'était le pouvoir. Et l'exercice du pouvoir. Et j'aurais dû, si j'avais été maligne, je m'en serais aperçu plus tôt. Parce que, bon, quelquefois, on voyait que c'était difficile pour lui de se mettre en train. Mais comme après, ça fusait, on s'est dit, il va très bien. Il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs. Le nationalisme, c'est la guerre. Il a continué intellectuellement à diriger les choses. Rappelez-vous son extraordinaire discours de Strasbourg. Bon, là, il était malade physiquement, mais son intelligence était intacte, sa force intellectuelle était préservée. C'était quelqu'un qui a mené son combat contre la maladie, mais qui avait préparé sa fin. Et il avait une autre phrase qui était formidable et qu'il a employée à plusieurs reprises. « Je ne voudrais pas qu'on me vole ma mort ». Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme. Ces années Mitterrand sont marquées par des drames comme le suicide de Pierre Bérégovoy ou des affaires comme celle du Rainbow Warrior. Sur un plan plus personnel, l'existence d'une fille naturelle du président, Mazarine, est un secret jalousement gardé. On savait qu'elle existait, cette gamine, mais on ne le savait pas. Il y avait des signes comme ça. Elle achetait des chaussettes, il fallait acheter un bouquin à toute allure, retrouver un livre sur le Japon. Bon, on savait bien que c'était pas pour lui. Bientôt, le secret Mazarine se complique quand il débouche sur l'affaire des écoutes de l'Élysée. Malheur aux journalistes qui tentent d'en toucher un mot au président. L'Élysée n'écoute rien. Le groupe antiterroriste. Il n'y a pas de système d'écoute ici. C'est une manière de manifester. Il n'y a pas de service d'écoute à l'Élysée. Et pourtant, entre 1983 et 1986, des centaines de conversations téléphoniques sont bien enregistrées par la cellule antiterroriste du commandant Proutot, dans le seul but de protéger des informations sensibles sur la vie privée du président, dont l'existence de sa fille et son état de santé. C'était en fonction de la menace, c'était à l'époque du terrorisme et des attentats terroristes, c'était en fonction de la menace qui pesait sur la France, mais également sur le président, ses proches, etc., que ces écoutes étaient effectuées. Il n'a jamais ordonné lui-même aucune écoute. Jamais. Et moi, je dois dire que j'ai été ministre chargé des douanes, il y avait des écoutes et ça ne m'a jamais empêché de dormir.
Un suicide, c'est toujours un mystère d'autant moins éclairci dans ce cas que François de Grossouvre n'a pas laissé de lettres. Officiellement responsable du comité des chasses présidentielles, François de Grossouvre agit depuis longtemps dans l'ombre sur les dossiers sensibles, aussi bien en politique étrangère que dans la sphère intime du président. Il est notamment le parrain de Mazarine Pinjot. En 1985, il a abandonné ses fonctions, mais continue à travailler pour la présidence de manière informelle. Le 7 avril 1994, il est retrouvé mort d'une balle dans la tête dans son bureau. Quelques indices troublants font penser à un meurtre, mais l'enquête conclut au suicide. Après le suicide de François de Grossouvre, qui a éclaboussé de sang, littéralement, les murs de l'Élysée, la presse entière a cherché pendant des mois et des années, et maintenant, on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé d'autre comme explication que la déprime de Grossouvre et le désir qu'il a eu en partant de bien embêter le président. C'était un amour qui s'était voué, qui s'était transformé en rancune. Je pense que c'est un combat honorable à mener contre soi-même. François Mitterrand, lui, a rendu public son état de santé et aussi l'existence de Mazarine, comme s'il devait se mettre en accord avec lui-même et avec les Français avant de faire face à une mort qu'il sait proche. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Ce parc de 2 hectares en plein cœur de Paris qui prolonge l'Élysée connaît plusieurs formes. D'abord parterre de broderie à la française sous le comte d'Évreux et la Pompadour, puis jardin à l'anglaise au XIXe siècle. C'est aujourd'hui un magnifique écrin de camélias, rhododendrons et rosiers anciens mis à la disposition du chef de l'État pour qu'il puisse y trouver calme et discrétion. Les 2 arbres les plus anciens du parc ont été plantés en 1780. Mais vous allez le voir, chaque président a essayé d'apporter sa touche à ce jardin extraordinaire. Ainsi, ce mouton qui a été créé par François-Xavier Lalanne, on le doit à Madame Pompidou. Et cette serre aux orchidées a été installée par Madame Chirac. Le parc et ses jardins connaissent eux aussi d'incroyables événements. Bals populaires, départs en montgolfière, sans parler des garden parties supprimées aujourd'hui par souci d'économie. Ils ont eux aussi leurs petits secrets, comme cette immense grille du coq à l'arrière du jardin qui va permettre à tant de personnalités, ministres ou visiteurs du soir de rejoindre discrètement le chef de l'État sans passer par l'accueil officiel des gardes républicains. De l'autre côté de la cour d'honneur, par-delà le palais présidentiel, se cache un endroit particulier du pouvoir, les jardins de l'Élysée. Un théâtre de verdure où se jouent des scènes de la vie publique, mais aussi privée de nos chefs d'État. Un lieu de prestige que chaque nouveau président de la République française de la Ve République foule pour la première fois le jour de son investiture, lors du passage en revue des troupes. Un moment solennel où le premier homme de France devient aussi chef des armées. Puis, loin des caméras et de cette première cérémonie officielle, les jardins retrouvent leur sérénité, devenant curieusement l'endroit le plus intime du pouvoir. Des images témoins de moments privilégiés qui font du parc de l'Élysée un lieu où nos présidents dévoilent un peu de leur personnalité. Si l'on devait définir les jardins de l'Élysée, je parlerais de jardins secrets. On sait trop peu que Charles de Gaulle, par exemple, commençait toujours sa journée le matin par une visite des jardins. Et c'est donc le jardinier de l'Élysée qui était le premier à recevoir les confidences du chef de l'État. Un lieu souvent propice aux grandes décisions du général. La solution est politique, Debray. J'en suis de plus en plus convaincu. La France a des intérêts stratégiques en Algérie.
Un homme d'État a besoin de temps en temps de se replier sur lui-même, il a besoin de réfléchir, il a besoin de penser. Et je crois que la présence des arbres, la présence de la nature est fortement conseillère. Et puis quand on a un président sportif, c'est aussi un lieu de défouloir où il peut, ma foi, laisser de temps en temps exprimer son dynamisme. Une nature accueillante et apaisante, peuplée d'arbres centenaires, mais aussi de fleurs, qui ont fait leur apparition à l'Élysée au XIXe siècle. Toutes ces plantes dites de terre de bruyère font vraiment leur apparition. Rhododendron, azalée, toutes ces plantes qui fleurissent tôt au printemps, qui illuminent la propriété dès les premiers rayons du soleil, eh bien, sont très à la mode. On installe quantité de massifs floraux. C'est vraiment l'époque où le parc devient fleuri. Un amour des fleurs qui a été partagé par quelques-uns de nos chefs d'État, comme Valéry Giscard d'Estaing. Vous connaissez un peu le jardinage? Non, je ne suis pas un expert en jardinage, mais ça m'intéresse beaucoup. Et une des plus belles choses qu'il y a ici, c'est le parc. Et ce parc avait besoin d'un certain nombre de choses. D'abord, on a changé ce qu'on appelle la broderie, c'est-à-dire, vous voyez ici, on a remis une broderie à la française. Et puis on a mis des fleurs au pied des arbres, je sais pas si vous apercevez. Il y a des tulipes. Je pensais, moi, que dans ces massifs-là, il y aurait des rosiers. Il y a des rosiers. Mais à peine, il y en a quoi? Non, ils sont à ce stade-là pour le moment. Ou comme Bernadette Chirac, qui a demandé au paysagiste Louis Bénèche d'augmenter le nombre de rosiers à l'Élysée. Alors là, beaucoup plus de rosiers, beaucoup plus serrés. Absolument. Non? Tout à fait. Je vous ennuie. Non, pas une seconde. Les jardins de l'Élysée, 2 hectares de campagne, ombragés et fleuris, qui rappellent qu'il y a 3 siècles, le comte d'Évreux a construit son hôtel particulier au milieu des pâturages. Il a acheté un terrain qui s'appelait le terrain des Gourdes, qui ne voulait pas dire autre chose qu'un jardin où l'on cultivait des melons, des concombres. Et ce terrain se trouvait presque à la campagne. Ce n'était pas encore le faubourg Saint-Honoré, c'était le chemin du Roule qui était un chemin champêtre. Lorsque le comte d'Évreux choisit d'installer autour de son hôtel particulier des jardins, nous sommes en 1718, eh bien, il suit simplement la mode de l'époque, il installe des jardins à la française, des jardins réguliers, avec des petites perspectives, des symétries. Nous sommes dans le goût de l'époque. Le jardin, je vous rappelle, doit rappeler la puissance et surtout la fortune de son propriétaire. Aux jardins symétriques façon le nôtre, vont succéder les jardins à l'anglaise, plus fouillis, voulus par la favorite de Louis XV. La petite Jeanne-Antoinette Poisson, notre marquise de Pompadour, s'est particulièrement intéressée au jardin. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle avait sa fille à 2 pas, sa fille qui était toute jeunette. Maman, regarde, c'est le roi. Et on a fait j'allais dire quasiment l'ancêtre d'un Disneyland, parce qu'il y avait des grottes, il y avait des petites cascades, il y avait des manèges. Donc tout était fait pour que les enfants puissent s'amuser follement dans les parcs de ce qui deviendra l'Élysée. Un terrain de jeu pour sa fille, mais aussi pour la marquise. Comme elle suivait la mode de son temps, elle aimait jouer à la bergère. Alors elle avait dans le parc de l'Élysée un troupeau de moutons, des beaux petits moutons bien propres, bien frisés, avec un ruban autour du cou et des cornes dorées. Et elle a eu un jour l'idée curieuse de les faire entrer dans son boudoir qui était entièrement tapissé de glace. Et ces pauvres bêtes se sont trouvées perdues au milieu d'une mer de moutons. Ils ont eu très peur. Ils se sont précipités sur les glaces à coups de tête. Ils ont tout cassé. Ça a fait un scandale épouvantable. L'œuvre du sculpteur Lalanne, que l'on peut admirer aujourd'hui au détour d'un bosquet, rappelle la tendresse de la marquise pour le petit herbivore. Et quand elle ne joue pas à la bergère, la Pompadour donne des bals somptueux dans son jardin parisien. Elle y donnera en effet de grandes soirées, de folles soirées, on peut dire déjà les premières garden parties de ce qui sera l'Élysée, avec des feux d'artifice fantastiques, avec des lancers de ballons. Et les fêtes dans le jardin sont à l'image du propriétaire des lieux, extravagant, luxueux, sophistiqué, drôle et parfois même coquin. Ce coin de campagne à la ville, ce lieu de villégiature et de fête, va rester au fil de son histoire un lieu d'accueil, de culture et de plaisir pour les Parisiens. Il a été confisqué par la Révolution et il a été à ce moment-là acheté pour en faire une sorte de café-concert pendant le Directoire.
toutes les jolies dames du directoire, on songe à Madame Tallien, on songe à Joséphine de Beauharnais, toutes les incroyables et les merveilleuses vont venir passer de folles soirées au palais de l'Élysée. Des soirées qui prenaient parfois des proportions scandaleuses, comme on le sait. Il s'agissait quasiment d'un lupanar officiel. L'Élysée, jardin des plaisirs. Une réputation qui va perdurer. En particulier sous Napoléon, lors des fêtes données au palais par sa sœur cadette Caroline. Sous Caroline Murat, je dirais que les jardins s'encoquinent. Il faut savoir que cette femme est jeune, elle est délicieuse et elle a un mari hautement gradé qui passe son temps aux côtés de l'empereur sur les champs de bataille. Elle se sent bien seule et elle utilise tout simplement les jardins de l'Élysée dans l'espoir d'y faire quelques conquêtes. Elle aussi est une conquérante. Elle y recevait derrière les bosquets ses amants, car elle avait une crielle d'amants. On songe à Junot, par exemple. Et puis, c'est là aussi qu'elle trouvait le moyen de pouvoir présenter telle ou telle petite soubrette à Corte à Napoléon, qui n'attendait que ça. Devenus première maison de l'État, les jardins de l'Élysée retrouvent leur calme et leur sérénité, mais n'en ont pas terminé avec les secrets. Au premier jour du XXe siècle, sous la Troisième République, le président Émile Loubet crée une ouverture dans les jardins. Un majestueux portail baptisé Grille du Coq. Si l'on devait donner une courte définition de cette grille du Coq, c'est tout simplement pour l'Élysée son entrée des artistes. On sait que François Mitterrand recevait ce qu'on appelle ses visiteurs du soir, des conseillers, des amis ou des artistes pour passer quelques instants avec lui, mais ils entraient discrètement au palais par la grille du Coq. Des entrées discrètes, mais aussi des sorties. C'est par cette grille que le général de Gaulle quittera l'Élysée et ses fonctions au lendemain de l'échec au référendum de 1969. Il faut savoir également que Mme Chirac aimait beaucoup, lorsqu'elle se promenait en voiture dans les rues de Paris, utiliser cette grille du Coq, plus pratique pour s'échapper de l'Élysée. Un accès confidentiel qui s'ouvre parfois officiellement pour les grandes occasions. Voilà la fameuse grille du Coq. On arrive au palais de l'Élysée. On va traverser les jardins de l'Élysée pour aller jusqu'au perron où le chef de l'État va l'accueillir. Pour l'arrivée de la flamme olympique en 1991 ou pour saluer l'immense victoire des Bleus en 98. À l'Élysée, les grands chefs indigènes venus des régions les plus éloignées de l'Empire français sont les hôtes du président de la République et de Madame Albert Lebrun, qui en leur honneur donnent une garden party. Cette idée de créer une garden party remonte au président Sadi Carnot. Pourquoi? Parce que c'était une manière de vitrine de la République française. On y invitait les célébrités, les stars ou quelques étrangers qui aimaient à découvrir ces célébrités en question. Les garden parties, l'autre temps fort des jardins de l'Élysée. Traditionnellement, au 14 juillet, le parc historique du palais reçoit. Sur la pelouse, une quinzaine de tentes abritent les buffets de différentes régions de France. La garden party est un moment important de mondanité. On fait plaisir à des amis, on honore des militaires et puis on nous fait une opération de com. De com envers les régions qui ont toutes leurs buffets et de com envers les invités. 6000 hôtes de prestige, civils et militaires, du monde des arts ou de la politique, ont le privilège de découvrir les jardins. Faites attention quand même plus à un restaurant ouvert le dimanche, c'est ce que je disais à Patrice. Comme on ne sait jamais où aller déjeuner les jours fériés, c'est pas très bien. Aujourd'hui, les jardins de l'Élysée n'accueillent plus les invités du 14 juillet. La grille du Coq s'est refermée sur le plus illustre havre de paix de la capitale et tous ses secrets. Mais la présidence de la République ne se limite pas au seul palais de l'Élysée. Il y a également l'hôtel Marigny, à quelques mètres d'ici, où la France loge ses invités de marque. Il y a aussi le fort de Brégançon, dans le Var, où nos présidents s'accordent quelques jours de vacances. Et le château de Rambouillet, où tant d'invités prestigieux furent reçus sous les précédents septennats. Mais que seraient ces résidences, ces réceptions, sans la garde républicaine, ses chevaux, sa musique, son prestige, qui assurent tout autant le rayonnement de notre République. Depuis
Depuis 1920, la garde républicaine foule les graviers de la cour d'honneur de l'Élysée au rythme des airs de la fanfare militaire. Régiment d'infanterie ou cavalier, la garde républicaine, héritière de la garde de Paris, fondée en 1750, se compose de différents corps dont la mission première consiste à assurer la sécurité des plus hautes autorités de l'État. Du jour de son installation à l'Élysée, le chef de l'État ne cesse d'être entouré par les officiers de la garde, des grilles du palais jusqu'à son bureau. L'autre vocation des gardes républicains réside dans l'exécution exclusive des services d'honneur auprès du président de la République. Posez. Ah. Repos. À cheval sur les traditions, le protocole ordonne que les cavaliers assurent à pied, sur les marches du palais, l'accueil solennel réservé au chef de l'État et à ses invités. Pour rejoindre leur monture, les cavaliers se dirigent vers le quartier général de la garde républicaine, à la caserne des Célestins, non loin de la place de la Bastille. C'est là, en plein cœur de Paris, que résident quelques 160 chevaux. 6 heures du matin au Célestin. Le régiment se prépare à une manœuvre de taille sous les ordres du colonel Duret, commandant du régiment. On fait la répétition d'escorte du 14 juillet en grandeur nature avec les véhicules qui serviront notamment à transporter le chef de l'État. Sur le pavé parisien résonnent les fers de la dernière unité à cheval de l'armée française, la plus grande formation montée du monde. Les automobilistes du petit matin croisent l'impressionnant équipage direction le bois de Vincennes. Alors il y a exactement donc 157 chevaux qui sont rassemblés ici avec leurs cavaliers, articulés de la façon suivante. Vous avez la fanfare qui ouvre l'escorte avec 38 chevaux, suivi du commandant de régiment, commandant de l'escorte que je suis, suivi de l'étendard, suivi de l'avant-garde avec 51 sabres, suivi de la voiture présidentielle. Voilà, alors là vous vous trouvez dans le VNRA présidentiel. À votre place prendra place le président de la République. Et de chaque côté, vous avez 6 flancs-gardes à droite et 6 flancs-gardes à gauche qui ont pour but d'assurer la sécurité du président de la République, le cas échéant. Fin prêt le matin du 14 juillet, les 157 sabres de la garde républicaine accueillent le président de la République, chef des armées, place de l'Étoile. Le trompette-major, en tête de la grande escorte, entonne alors les airs qui rythment la revue des troupes tout au long des 2 kilomètres de la plus célèbre avenue du monde. Autre service d'honneur pour la garde républicaine, 2 à 3 fois par an, le président de la République reçoit des hôtes étrangers à l'occasion de visites d'État. Lorsque l'invité de marque atterrit en hélicoptère, place des Invalides, l'escorte, mixte, composée de chevaux et de motos, l'accompagne jusqu'à l'hôtel de Marigny, en face du palais de l'Élysée, jugé trop exigu pour accueillir convenablement les convives du président. Georges Pompidou décide en 1972 d'acheter cette ancienne demeure de la famille Rothschild. Il subsiste des illustrations raffinées du peintre Alexandre Zerebriakov, dont les aquarelles dévoilent la décoration originelle. Depuis 40 ans, à l'invitation du chef de l'État français, d'innombrables personnalités de tous horizons, comme Fidel Castro ou la reine d'Angleterre, ont séjourné dans l'hôtel particulier. Autre résidence du patrimoine présidentiel, le château de Rambouillet, à une 50aine de kilomètres à l'ouest de Paris, est bordé par une giboyeuse forêt domaniale. C'est Sadi Carnot qui avait inventé Rambouillet. C'était la résidence d'été des présidents. C'était assez commode pour eux, parce que c'est pas loin de Paris. Et en même temps, c'était le lieu des chasses. Les présidents de la République chassaient. Et on chassait dans les tirées de Rambouillet. C'était un massacre. Il y avait une lignée de rabatteurs à l'autre bout qui chassaient devant eux tous les animaux. Et le président et les invités les canardaient de façon très, très facile. Avec mon frère Henri, nous sommes tous les 2 chasseurs, et comme notre père l'est aussi, donc nous sommes retrouvés régulièrement pour les chasses de Rambouillet. Mais même De Gaulle organisait des chasses. Il allait un petit peu aux chasses à Rambouillet, mais il n'y couchait pas, il revenait le soir. Il avait horreur de la chasse d'ailleurs. Et alors il allait se planter à côté d'un des chasseurs qui naturellement était ému et qui ratait son coup. Et De Gaulle lui disait « Ah, vous avez raté !» Alors l'autre furieux reprenait son fusil, retirait et ratait encore. Et De Gaulle lui disait « Vous avez encore raté !» S'il n'est pas rare d'entendre tirer dans le parc du château,
A contrario, le domaine devient un havre de paix lorsque les présidents l'utilisent pour la tenue de sommets diplomatiques. En 1975, c'est à l'initiative du président Valéry Giscard d'Estaing que s'est déroulé à Rambouillet le premier G8 de l'histoire. Depuis, les présidents y organisent régulièrement des rassemblements internationaux. Quand je suis à la campagne, et même si j'ai l'air de prendre le soleil dans une chaise longue, et si je le prends d'ailleurs, et avec grand plaisir, eh bien je ne peux pas ne pas me rappeler que je suis chef de l'État et qu'à ce titre, j'ai des responsabilités que je ne peux déléguer à personne et qui pèsent sur moi en permanence. Quand on est responsable de la force de frappe, même en vacances, on doit avoir donc une partie de sa maison militaire qui vous suit. Dans ces conditions, quoi de plus adapté qu'un ancien fort militaire surplombant la côte varoise pour les vacances de Monsieur le Président? Le général de Gaulle achète le fort de Brégançon au titre de résidence présidentielle, mais gêné par les moustiques, il n'y dormira qu'une seule fois. Le mot vacances est d'ailleurs banni du langage gaulien. Le fort de Brégançon, c'est une architecture relativement ingrate. C'est un lieu magnifique, mais c'est un fort, avec toute cette espèce d'austérité qui ne s'apparente pas à un lieu de villégiature. C'était une ambiance détendue, une ambiance de vacances. Georges Pompidou aime prendre des vacances. Et de ce fait, il est, j'allais dire, au diapason de la société de l'époque, qui est une société des loisirs. Le fort de Brégançon que le président Pompidou avait aménagé. C'est un joli endroit, mais évidemment donc assez renfermé sur une cour intérieure et avec des escaliers de plus de 200 marches pour descendre à la plage. Donc souvenir très précis que si on avait oublié sa crème solaire ou si on avait oublié sa serviette de bain pour descendre à la plage, le lendemain, on se rappelait qu'il valait mieux pas s'y reprendre à 2 fois. Il y a eu un séjour à Brégançon, qui était le week-end de Pentecôte 1976, où mes parents avaient invité le Premier ministre et Mme Chirac à venir les rejoindre pour passer un week-end. Et là, c'est la catastrophe. Il y a eu des rumeurs dans la presse selon lesquelles, dans le décor de Brégançon, le président de la République avait mis en difficulté son Premier ministre en étant installé sur des fauteuils qu'on présentait comme des trônes ou des espèces de fauteuils qui auraient été particulièrement valorisants pour le président de la République. Outre le Premier ministre et sa femme, il y avait le fils du président, le professeur de tennis et sa femme qui, eux, étaient sur des chaises. Donc c'est comme si, d'un point de vue protocolaire, on avait mis au même rang le professeur de tennis du président et Jacques Chirac. Ce qui était totalement inexact pour la simple et bonne raison, c'est que l'ensemble du mobilier de Brégançon était un mobilier très simple, qui avait été choisi par le président et Mme Pompidou. Et donc, c'est à l'issue de ce week-end que Jacques Chirac annoncera à Valéry Giscard d'Estaing son intention de démissionner. Si la critique reproche à Valéry Giscard d'Estaing de se hisser sur un piédestal, pourtant le président se montre à Brégançon dans le plus simple appareil. Giscard va se mettre en scène en maillot de bain, effectivement, à Brégançon, parce que l'opinion publique française, dans la France du milieu des années 70, avait été traumatisée par la maladie de Georges Pompidou. Valéry Giscard d'Estaing sait qu'il doit, de ce point de vue, incarner une rupture, pour montrer, voyez, là, vous avez un président en pleine santé. Très bien. Que pensez-vous du fort de Brégançon, Monsieur le Président? Ce que tout le monde pense, c'est un bel endroit. On peut y revenir? Certainement, certainement. Voilà, au revoir, bonne journée. Il y a dormi une nuit simplement pendant ses 14 ans au pouvoir. Avec Jacques Chirac, Brégançon retrouve chaque été un hôte assidu. Le président ne manque pas le rituel de la messe à Bormes-les-Mimosas et le traditionnel bain de foule qui s'ensuit. Autre mœurs, autre temps. Nicolas Sarkozy est un homme qui court, même en vacances. Il a la volonté de s'affranchir des codes présidentiels classiques dans ses vacances. Et il ira plus vraisemblablement passer ses vacances dans la propriété de Carla Bruni, au Cap-Nec, au fort de Brégançon. Mais de toutes les résidences d'État, la propriété de Souzy-la-Briche est très certainement la plus mystérieuse. C'est un riche donateur qui l'a offerte en héritage à l'État français en 1979. Le premier président est probablement le seul qui utilisera énormément le domaine de Souzy-la-Briche, quasiment tous les week-ends, c'est François Mitterrand. C'est-à-dire qu'il ira au domaine de Souzy-la-Briche pour retrouver Anne Pinjot et Mazarine Pinjot. C'est le lieu des week-ends secrets de la famille secrète de François Mitterrand. Nicolas Sarkozy va, de manière très pragmatique et très logique, considérer que ça n'est pas très intéressant comme domaine dans le patrimoine présidentiel et va l'échanger
mais j'allais dire, hein, c'est un échange unilatéral par sa seule volonté avec la lanterne à Versailles. La lanterne, dont le jardin jouxte le parc du château de Versailles, accueillait jusqu'alors les séjours familiaux des premiers ministres. On sait que Michel Rocard y fit construire une piscine, Lionel Jospin un tennis. Désormais dans le giron des résidences de la présidence, ces grilles ne s'ouvrent que rarement devant les caméras. Escorte à cheval, fort, palais, château ou relais de chasse, la tradition monarchique continue de dessiner le cadre de vie de nos chefs d'État. La République en porte fièrement l'héritage, comme le reflet d'une certaine idée de la France. Notre visite du palais de l'Élysée s'achève. J'espère que son histoire et celle de tous ceux qui l'ont occupé vous auront permis de découvrir ce joyau de notre patrimoine national dont vous allez beaucoup entendre parler dans les prochains mois. C'est l'histoire de demain qui est en train de s'écrire. Nous serons là pour vous la raconter. Merci de votre fidélité, bonne fin de soirée et à bientôt pour un prochain Secret d'Histoire.